Countdance. Tu veux que je te fasse la chorégraphie? Non. OK, mais ça va quand même être partie de l'intro de ce show-là. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Le podcast Au fond des filets est commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et, probablement, la meilleure bière au monde. Qu'est-ce que t'as contre les camps de danse? J'ai rien contre les candidats. Écoute, je disais autre chose parce que j'ai plein de points. Ça va aller vite aujourd'hui. J'ai plein de points à embrayer, oui. Tu sais, peut-être commencer par ça. Ils ont fait la Ville de Montréal a fait un parc au nom de Jason Detullio. En fait, un terrain de soccer. Ils ont nommé un terrain de foot dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. C'est ça, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Chris, on va-tu biper mon sac? On peut. Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. C'est Pointe-aux-Trembles. Ça, c'est bref, c'est entre... J'ai pas de café, puis j'ai pas fait, mais je me suis pas réchauffé la gueule. Ça, c'est entre Centropolis puis Trois-Rivières, dans le fond. C'est dans le parc Samuel Morse. Alors, salut Jason, puis quelle bonne initiative de la part de RDPPOT. Aïe, c'est pas facile. Ça va? Ouais, ça va. On va-tu s'asseoir dans ce podcast-là ou... Ouais, mais j'ai pas pris de café ce matin. T'as pas pris de café. T'avais juste à prendre une whiff du camion de compost qui est en avant de toi puis t'aurais été correct. Exactement. L'autre affaire, c'est que maintenant, en fin de semaine, c'est plus le match de Lionel Messi. Non? C'est le match de Sœur Angèle, mon gars. C'est vrai? S'il y a une raison pour aller au stade en fin de semaine... C'est pour le 16-42. C'est bon, Flash, quand même. Ben, extraordinaire. C'est une partie de mon enfance sans qu'il y passe. J'avais une gardienne qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Mais là, c'est la 3e vie de Sœur Angèle là, qui fait des annonces avec du pain et tout. Pas sa 3e vie. Elle est immortelle. Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire, la vie professionnelle. En fait, si on compte être sœur... ça fait partie de cette promotion que d'aller sonner la cloche. Ah ouais, mais hein? Ah ouais, son PR a dit faut que tu rajeunisses ta crowd. On va faire un tour au stade Saputo. Il t'as-tu écrit? Jordi, Sergio, Luis ou Léo, t'ont-tu écrit? Là? Non. Qui c'est qui est là? Oui, c'est pourtant... Je n'ai pas jaune. Ils peuvent consulter un nouveau directeur des coms. Asun Camara serait capable de diriger ces appels-là. Il joue-tu ou il joue pas? Messi. Ouais, pourquoi il jouerait pas? Je sais pas, moi. Il joue, moi. Il y a 150 000 raisons pour que tout d'un coup... Moi, la raison pour laquelle je pense qu'il joue, le repos est suffisant. Tu joues sur gazon. Ça fait longtemps que tu n'as pas joué en MLS. Tu as 4 matchs en main. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Mais t'es pas au sommet du classement parce que tu as pris du retard avec ces matchs-là que tu n'as pas joué. Ne serait-ce que psychologiquement, là, tu veux la mettre derrière toi, cette Coupe du monde des clubs-là, au plus vite, puis rembarquer sur le vélo avec la Coupe des ligues qui s'en vient rapidement. Moi, si j'avais à parier, c'est qu'il va être là, mais en même temps, il est déjà venu. T'sais. En termes d'engagement moral envers Montréal, il n'y a pas le même poids qu'il y avait l'an dernier. Ouais. Ben oui. Mais s'il vient une deuxième fois, là, Montréal... Là, en même temps, il joue... C'était... en même temps, dans sa façon de gérer Lionel Messi, ça n'a jamais été... Ben, c'est tout ou rien. Il joue. Oui, c'est ça. Jusqu'à temps qu'il va jouer. Ouais, mais il y a eu des moments, souviens-toi, à l'approche du match du 11 mai l'an dernier, là, il y a des moments, c'était où? C'était à Atlanta où il a dit non, je voyage pas. À Houston. Il y avait des blagues de pizza puis tout ça. Je comprends que c'était sur terrain synthétique. C'est pour ça que je te dis que le fait de jouer ici. Mais là, nouvelle pelouse là, avec des mottes. La pelouse est correcte, là, mais elle a pas fini de prendre racine. Y a-tu quelqu'un qui dit hey, fais attention, c'est peut-être pas bon pour toi? T'es jamais à l'abri de ça. Mais si tu avais présenté un scénario comme celui-là au début de l'année, ils vont aller à la Coupe du monde des clubs, être éliminés une semaine avant le match du 5 juillet, puis là, plein été, tu peux avoir Messi qui redébarque. Et on s'entend-tu que le CF Montréal aurait signé en bas de la feuille? Moi, l'angle par rapport à ce match-là, c'est je trouve que c'est l'occasion de refaire un bilan aussi. Chaque marché le font, mais est-ce que c'est un bilan? Est-ce que Messi, à quel point il a été positif pour la Ligue aussi?
Parce que tu peux pas... C'est un hot take là, de talk radio. Là. Tu peux pas dire est-ce que Messi a été positif ou négatif pour cette ligue-là? Il n'y a pas personne qui peut démontrer ou avoir assez d'arguments pour dire qu'il a été négatif pour cette ligue-là, non? Ben, je veux dire, il faut être malhonnête intellectuellement pour dire que ça a été négatif. La seule affaire, c'est que d'un point de vue idéologique, c'est de dire qu'un gars est la remorque, puis ça devrait être chaque club dans son marché. Mais voyons donc. C'est Cristiano Ronaldo qui est revenu en Premier League. C'était une nouvelle. Si tu reviens en Premier League, pour moi, c'est clair qu'il a été un bon coup pour la MLS. Ça a beaucoup aidé. Financièrement, je pense que ça a amené beaucoup de jeunes joueurs aussi. Je comprends là, que Messi, c'est pas ce que tu veux être comme ligue en 2025, en 2026. Correct. Mais ça a amené un nouveau souffle avec un paquet de jeunes joueurs qui se sont dit « Hey, il se passe quelque chose d'intéressant. » C'est pas ce que tu veux être comme ligue. Ben, moi, je pense pas que tu veux bâtir des équipes autour des Jordi Alba, Sergio Busquets. C'est pas un modèle, moi, qui m'intéresserait. Ça coûte beaucoup trop cher puis c'est beaucoup trop risqué. Regarde ce qu'ils ont fait l'année passée. Tu es éliminé en première ronde des playoffs par Atlanta. En même temps, ils ont battu le record du championnat là, l'an passé. La meilleure saison régulière, puis si on était justement dans un contexte... Tout le monde s'en fout du Shield. C'est année après année. Il n'y a personne qui va se rappeler de ça dans 15 ans. On va se rappeler que Messi était là. Non, mais ils ont fait de l'Inter Miami un club avec une patine d'excellence. Je n'ai pas dit le contraire, mais tu es en Amérique du Nord. Jordi Alba qui dit, là, un 2-3, c'est comme pas juste, ça devrait pas fonctionner comme ça. Mais tu as signé dans quel pays, toi? Puis je comprends là, ta frustration, mais quand tu as signé ici... Non, mais moi, t'as raison, là, c'est pas ça dont on parle, c'est la construction de cette équipe-là. Moi, je suis pas contre le fait que Miami décide de faire de Lionel Messi sa pierre d'assise de leur équipe pour 3, 4, 5 ans aussi, non? Ben, 4-5 ans. Là, c'est une des meilleures équipes de MLS depuis qu'il est arrivé. Ce sera pas... C'est une des 3 meilleures équipes de MLS depuis qu'il est arrivé. Oui. Puis indépendamment du fait qu'ils ont trébuché en série face à Atlanta, ce qui est un peu... difficilement comprenable. Ben, moi, c'est juste ça mon point, c'est que ça coûte tellement cher en termes de positionnement. Pour moi, c'est comme le Paris Saint-Germain. Oui, mais tu dis, ça va... Moi, je fais juste dire, ça coûte tellement cher, tu as raison, mais si on s'arrête tout le temps à ça coûte tellement cher gagner un titre dans n'importe quelle ligue. Non. À NHL, il y a 32 équipes. Il y en a une qui gagne à chaque année. Mais non, regarde le PSG. Le PSG a un projet sportif cette fois-ci, c'est pas un projet marketing. Mais ça a coûté tellement cher, mais en même temps, le Real Madrid a un projet sportif, non? Ouais. Ça a coûté tellement cher. Ils n'ont pas payé 222 millions d'euros pour sortir Neymar du Barça avec une clause complètement hallucinante qui n'a jamais valu la peine, mis à part de mettre le Qatar sur la map. C'était ça ton objectif? Oui. Bon, ben, l'objectif en ce moment, c'est de mettre les projecteurs sur Miami, de mettre les projecteurs sur la MLS, de préparer le Freedom Park. Pour tout ça, là, bravo. Là, c'est super bien pensé, puis je pense que tu vas avoir un dynamisme beaucoup plus intéressant quand tu vas déménager au Freedom Park que tu en aurais eu sans Messi en quittant Fort Lauderdale. Super. Mais sportivement, ça te coûte une fortune. Regarde ce que Toronto est en train de faire en ce moment. C'est parce que le projet sportif fonctionne pas. À Miami, il fonctionne dans une grande mesure en championnat, mais l'an dernier, tu es arrivé à court, là, je suis désolé. Mais dans une grande mesure. Écoute, ils sont rendus en finale de la Leagues Cup, ils ont gagné le championnat, ils ont juste trébuché une fois. Cette année, ils sont encore bien placés. C'est ce que tu dis, parce que en même temps, puis le PSG, là... Ils étaient pas bons au début de l'année. Non, c'est ça, mais tout ça a été validé. Non, je sais, mais ils se remettent sur les rails. Ben, on ne sait pas encore. On va le savoir en fin de semaine. Non? Bon. C'est parce que j'ai l'impression que tu dis tout est son contraire. Ben, aussi, en disant, c'est correct au niveau... Tu prends l'idée de PSG, ce que je te dis, c'est que c'était du soft power, c'était de mettre les projecteurs, mais qu'au niveau sportif, ça ne fonctionne pas, alors que je te dis, même au niveau sportif, c'est validé comme le PSG. Non, mais attends, je dis pas tout est son contraire. Tu m'as posé la question au début. Pourquoi c'est pas ce que la MLS veut être? Parce que je pense pas que à travers la MLS, tu veux investir... C'est pas moi qui te demandais ça, j'ai repris tes mots. C'est correct. Mais je sais, puis tu me demandes de préciser pourquoi. Moi, ce que je te dis, c'est que t'es plus les Steven Gerrard qui vient, puis on est content parce que c'est un nom. C'est même pas Zlatan, puis pourtant Zlatan a tellement été utile au moment où t'as le trafico qui s'installait. T'es plus là. Mais Messi est dans une autre stratosphère complètement, puis tu as toujours dit la même chose. Pour remplir le stade Saputo, il y en a combien des gars que tu pourrais signer comme Drogba puis qui rempliraient le stade? Il y en a combien des gars qui peuvent être la locomotive d'une ligue au grand complet? Il y en a deux. Il y a Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'est pour ça que je te dis, c'est pas ce que la MLS veut être, mais tu pouvais pas passer à côté de cette opportunité-là. C'est super. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner
dans les prochaines semaines parce que tu joues sur beaucoup, beaucoup de tableaux. Puis au final, ce dont on va se rappeler, c'est ils l'ont-tu gagné la MLS Cup ou pas? L'année passée, t'es même pas passé proche, même si dans les faits, sur la saison régulière, t'as été extraordinaire. De la meilleure saison de l'histoire de la MLS. En tout cas, moi je trouve que c'est assez validant. Puis ça vaut son pesant d'or, à mon avis. Bon, OK. En même temps, apport de la croissance, on est d'accord, c'est 18% aussi de croissance des revenus. Pour la Ligue. Pas personne pour la Ligue. Pour la Ligue, 18%. Quel montant, lui, a été retourné dans ses poches, ça reste une autre histoire, mais bon. Il nous a menés jusqu'à la Coupe du Monde. Ça, c'est très important parce qu'il y avait un gap, puis ça a été c'est comme si des nitros qu'on avait mis à roue de la MLS. Ça, c'est très bien. Par contre, en ce moment, ce que ça fait, c'est que je pense que Messi, en partie, montre les limites de la MLS, ou du moins, il magnifie les limites de la MLS. Commencer par le calendrier. Imagine si... parce que l'ambition, c'est d'être top 5 des ligues mondiales pour la MLS. Ouais. Imagine, on est dans ce cas de figure-là parce que Lionel Messi est encore un des meilleurs joueurs de la planète. Imagine si, dans quelques années, l'an prochain, tu dois envoyer Messi à la Coupe du Monde en plein milieu d'année alors que tu es toujours en contretemps. La Copa Libertadores, toutes les compétitions internationales qui se font l'été, t'es à contretemps. Puis je pense que c'est un problème. Et même si, exemple, la MLS était top 1 au monde, il y aurait un problème de calendrier plus fort puis plus criant en ce moment-là. Si tu arrêtes un championnat en plein milieu, qui est peut-être ton meilleur championnat, la Premier League, si tu l'arrêtais complètement en plein milieu, en ce moment, ça serait un problème. L'autre affaire, puis tu l'as dit par rapport à... Tu as parlé de joueurs désignés, c'est les règles salariales. Ça devient un peu absurde, là. Puis ça vient de monter l'absurdité. Puis il y a lui... parce que les salaires sont sortis dernièrement, du moins les salaires divulgués par l'Association des joueurs. Je pense que ça ne tient pas en compte nécessairement le deal de Messi particulièrement, ne tient pas en compte tout ce qui est autour aussi. La complexité, tu veux dire, avec Adidas, avec Apple particulièrement, et tout ça. Bon. Imaginez sortir sans pantalon. Pas top, hein? Mais naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert. Mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet privé, sécurisé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi, parce qu'avec Surfshark, tous vos appareils sont protégés, sans limite. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Entrez le code BPM Sport avec un S lorsque vous faites le paiement. Rendez-vous sur surfshark.com/BPM Sport. C'est qu'il y a une limite présentement. Puis la limite avait été exposée au grand jour vraiment clair par Lorenzo Insigne. Puis ça coïncide avec le podcast. Puis je pense que je voudrais mettre les deux ensemble. Lorenzo Insigne, 14 millions. Ce qui fait que quand tu dis que ça coûte cher, là, j'ai noté 34 millions la masse salariale du Toronto FC. Enlève ça, là, t'es à 20 millions pour le reste de l'équipe. 14 millions sur un joueur. On voyait, par rapport à la Coupe du monde des clubs, comment certains, au niveau de la masse salariale, l'équipe est en dessous. Écoute, on va le voir pour la Coupe des ligues aussi. C'est top heavy, hein, c'est-à-dire les 6, 7, 8 peut-être meilleurs clubs de la Liga MX dépensent beaucoup. Les autres, c'est un peu plus compliqué aussi. On va le voir dans les résultats face aux équipes de la MLS. Ouais. Bref, puis je l'ai déjà dit, mais je me fais rengaine. Ça, ce sont les limites de la structure salariale présentement de la MLS. Pouvoir donner 14 millions à Lorenzo Insigne, puis pas pouvoir donner 14 fois 1 million à 14 joueurs différents. C'est en ce moment là, c'est de l'absurdité totale et ça ralentit cette ligue-là parce que il y a une autre marche à monter, elle est haute cette marche-là, puis une manière de la monter, c'est de trouver une façon justement de décomplexifier ce budget salarial de la MLS. Mais tu fais quoi? Dans le fond, essentiellement, ce que tu demandes, c'est d'augmenter la masse salariale? Non. Plafond plancher peut-être? Mais le plafond, c'est parce que si tu dis... qu'on est dans un contexte aussi... c'est parce que il y a le traumatisme de la NASL à l'époque, avec Pelé aussi. Tu sais, tu parles... Pelé, c'était devenu un cirque, là. Tu venais... Pelé arrivait, il y avait 60 000 personnes. Pelé partait, il y avait 10 000 personnes. Ouais.
On veut éviter ça. Il y a des propriétaires aussi qui sont à la traîne, qui n'ont pas les moyens nécessairement des Miami, des Toronto, des Atlanta aussi, des Charlotte, je pourrais rajouter là-dedans. Fait que on veut s'assurer de laisser tout le monde, laisser personne derrière puis distancer personne. En même temps, il y a des gens qui sont prêts à dépenser. Puis il y a des gens qui dépensent bien aussi en passant. Seattle, là, qui de plus en plus veut s'établir comme un marché moyen en MLS. Pourtant, ça a été longtemps l'exemple à suivre. Encore, c'est un peu passé sous silence, je pense, mais Seattle a été une des bonnes équipes, ou du moins une des équipes compétitives dans la Coupe du monde des clubs. Si tu compares même au LAFC puis à l'Inter Miami, dans le groupe le plus difficile avec le PSG, l'Atlético Madrid puis Botafogo, je pense aussi. Fait que, donc... plancher, plafond, parce que ça crée aussi de la valeur aussi, ce plancher, cette structure salariale-là. San Diego a payé 500 millions pour entrer dans la Ligue en sachant que ses dépenses en partie de joueurs étaient, dans une certaine mesure, contrôlées ou contrôlables dans les circonstances. Montréal est toujours là en sachant fort bien que si tu dépenses 12 millions, tu es capable d'être compétitif, même encore plus compétitif dans cette Ligue-là. Maintenant, pour passer à l'autre step, je pense qu'il faut permettre à des équipes comme Toronto, comme Miami, de leur argent qu'ils ont, de pouvoir en mettre de façon plus sportive et plus intelligente aussi. Mais juste pour revenir, fait que ça passe par quoi? C'est plus de postes budgétaires individuels avec des sommes plus importantes? Plancher, plafond salarial. Oui, mais c'est ça que je te dis, c'est augmenter la masse salariale. Je t'ai dit ça tantôt, tu as dit. Non. Parce que si tu as un plancher, là, si tu peux pas dépenser en bas de 10 millions... Mais c'est quoi le plafond? C'est quoi la différence entre un plafond et augmenter une masse salariale? Un plafond, c'est-à-dire que tu peux pas... le 46 millions... Attends, on va prendre Toronto parce que c'est plus probable. Le 34 millions que dépense Toronto, là, ils pourraient dépenser, justement, avoir 3 joueurs de 6 millions dans leur équipe. Fait que tu le mets à l'échelle de ce que certains clubs Lorenzo Insigne dépensent au top, là, ou un peu en dessous de ça pour pas que ça soit la folie de Miami. Mais il y a une question aussi de budgétaire, c'est une question des revenus de la Ligue aussi, parce que... Mais le CF Montréal n'existe plus là-dedans. Là. Penses-tu? Ben... Parce que là, ça va planir. Là, cette structure salariale permet, justement, moi, je pense que je pense que c'est démontrable, c'est assez clair, là. La structure salariale, présentement, permet, justement, à des équipes plus... L'Union de Philadelphie, c'est ça. RSL. Puis Montréal, dans une certaine mesure, d'être compétitif malgré les dépenses qui sont plus basses. Moi, je pense que ça passe plus par davantage de roster spot où tu peux dépenser plus, sans parler de joueurs désignés. Je pense que ça passe plus par ça, parce que justement, c'est ce qui justifie, je pense... Je faisais le match des États-Unis en demi-finale de Gold Cup hier. La quantité de joueurs qui ont été produits par l'Union de Philadelphie qui, si tu passes à un mode plafond salarial, puis c'est un plafond dans les eaux d'Atlanta qui dépense 30 millions sur ses attaquants, Miami, on n'en parle pas, le LAFC, tu peux pas. Ton modèle d'affaires survit pas parce que tu n'auras pas assez de parité. Moi, je pense que c'est important que tu augmentes, tu tires tout le monde vers le haut. Puis c'est pour ça que je te dis qu'un plafond salarial, si tu l'augmentes, puis ça devient un budget que tu gères à ta guise, puis c'est un budget qui inclut quasiment les chiffres que les équipes ont en ce moment avec les joueurs désignés, puis tu peux redistribuer ça à ta guise, tu oublies ça, là. Sachant que c'est un circuit fermé. Là. Ouais. Si tu me parlais d'une ligue où les équipes peuvent monter, descendre, ben là, peut-être, c'est un choix d'affaires que tu fais. Mais dans les circonstances actuelles... Écoute, on est dans le détail. Tu as raison. En même temps, il faut faire attention... si on passe de Montréal, justement, parce que ce plafond-là, oui, c'est certain qu'à un moment donné, ce plafond-plancher, ça va aplanir, justement, ces différences. Le plancher, moi, je suis en ligne. Oui, mais... Là, on est rendu là. Ben oui, mais plafond aussi, c'est parce qu'il y a une question d'arnacher les dépenses, là, de pas, justement, d'en avoir un qui part en fou. Mais t'en as un, c'est juste qu'il ne concerne pas tout le monde. Ton plafond, t'en as un en ce moment, mais t'as des exceptions. C'est ça, les joueurs désignés par définition. Tu n'as pas de plafond, oui. Oui, c'est ça. Parce que tu as une somme maximale que tu peux aller chercher en vendant des joueurs. Puis là, ça te permet d'augmenter toi-même ce plafond-là, mais c'est en raison de tes performances personnelles. Moi, je viens de me rendre compte qu'on a un maillot de York United en arrière de toi en ce moment. Comment c'est arrivé ici, ça, Jacob? Carlsberg. On les salue, merci beaucoup. J'avais même pas vu que ça avait débarqué. Bref, bravo Olivier dans l'art de décrocher d'une conversation, mais
Moi, mais le plancher, ça ferait-tu du bien à Montréal mon point, c'est, en fait, je voulais t'amener là aussi. Mon point, c'est, puis c'est toi qui le dis depuis le début, MLS Nexpo, à un moment donné, pour survivre, il va falloir, parce que là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il va y avoir de l'augmentation des dépenses aussi. Puis on le voit avec Miami, on le voit avec tout le monde. Puis j'ai nommé de Charlotte. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, dans l'Est qui sont prêts à dépenser encore plus. Puis il y a encore cette tension-là entre les propriétaires en disant, moi, je suis prêt à en mettre de l'argent, puis je vais en mettre de l'argent. Puis il y en a d'autres qui font, hey, oh, j'ai pas les revenus pour en mettre tant que ça, puis je suis pas nécessairement la charité, je suis un investisseur ici. Fait qu'il y a cette tension-là. T'as tellement raison, parce que Philadelphie, en ce moment, moi, je trouve que c'est le meilleur exemple, parce qu'on n'arrête pas de s'acharner sur dépenser, c'est pas gage de succès. C'est vrai, mais moi, qu'on arrête de me sortir l'histoire de Toronto, là, qui vient d'ailleurs d'essayer de se sortir, de sortir de son deal avec les Italiens. Même chose avec Atlanta, qui va pas bien cette année, puis j'en parlais tantôt, c'était quoi? C'était 25? C'est pas... 27 millions au total. C'était pas loin des 30 millions sur les attaquants, mais ça va quand même mal. D'ailleurs, salutations à Rob Valentino, là, qui se dirait peut-être que moi, si j'étais resté là, ça aurait fait une job aussi intéressante si c'est pas mieux. Mais là, t'as aussi l'Union de Philadelphie qui pourrait regarder, là, je comprends que la MLS, c'est pas US Soccer, puis US Soccer, c'est pas la MLS, mais il pourrait dire, là, attendez, là, avec toutes vos histoires de mettre plus de cash, être plus agressif, oui, c'est bien, mais nous, on est l'exemple d'une manière d'opérer plus modeste qui remplit votre équipe nationale. Hey, les Aronson, les Sullivan, les Megley, sont tous là. Ils font la file. Puis c'est pas Atlanta, c'est pas LAFC, il en forme quelques-uns, ces clubs-là, mais je pense que tout le monde a à se demander comment on est capable d'opérer à la Philadelphie en incitant tout le monde à mettre plus d'argent. Si t'es capable d'arriver là, puis ça devrait être l'objectif du CF Montréal, tu peux, sans dépenser tant que ça, parce que pour remettre les gens en contexte, en même temps, Philadelphie est 29e dans les salaires, dans les dépenses en salaire. La dernière équipe, évidemment, c'est le CF Montréal. Il y a 1,5 million entre les deux. Quand tu parles de ton plancher, c'est ça, là, c'est ce 1,5 million-là, plus des dépenses en transfert où tu es plus agressif, tu dépenses un 2 sur un 4 millions sur l'autre. Ils ont transféré, ils ont fait plus de transferts aussi en passant. Oui, mais ils ont fait plus de transferts parce qu'ils ont mieux formé. Puis ils ont revendu aussi. Ils ont revendu, puis ils ont une équipe réserve, eux autres? Oui. Non, mais tout le monde a une équipe réserve aussi. Ben, c'est ça. Puis tu dis, il faut, tu sais, Atlanta est en train aussi d'avoir une bonne... Ils ont formé des joueurs, là. George Campbell. Toronto, c'est pas mauvais. Ouais, pas juste George Campbell. Wiley, qui est parti à Chelsea pour 10 millions. C'est vrai. C'est ça l'autre affaire. Miami commence à avoir une académie aussi qui a de l'allure. Et ainsi de suite. Oui, mais parce qu'eux font les deux en même temps. Oui. Bon. Oui, sauf que tu as des dépenses de fou. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu n'es pas obligé... Tu sais, c'est pas des 22 millions en transfert, Philadelphie. C'est pas ça leur modèle d'affaires. Tu vas former, puis tu vas aller chercher des gars à 2, 3, 4 millions d'euros. Damiani, 6, je pense. Ben, c'est pas la fin du monde, 6 millions. Hey, t'en as claqué 3 sur Sinchuk. Avec la revente de Gazdag, ils sont dans le positif. OK, hey, juste par rapport à Lorenzo Insigne, c'est parce que j'ai vu aussi, est-ce que c'est le pire joueur désigné de l'histoire de la MLS? Je me disais, je vais faire un top 5 des pires joueurs désignés. J'ai pas... Là, les gens qui nous écoutent... Tu fais un top 4 à 5, en fait. Oui, c'est ça. non, mais les gens qui nous écoutent pourraient... Parce que 2 à 5, pardon. Comme on dit, top of the head. OK. Parce que... en fait, c'est l'été, j'ai pas fait de deep dive dans toutes les stats. D'habitude, je le fais, mais je le ferai en fin d'année, promis. Si vous avez des meilleures idées, envoyez-les sur la page YouTube, OK, de l'émission. Insigne 1. Shaqiri 2. Parce qu'ils ont tellement dépensé. Puis il y a tellement des histoires d'horreur à Chicago par rapport à Shaqiri. Ouais, OK. J'ai mis Pirlo 3. En même temps, mon contre-argument, c'est que Pirlo, son passage a convaincu, entre autres, New York de changer de modèle, d'aller vers les jeunes un peu plus. Mais en même temps, ils ont cheapé. J'ai hâte de voir New York en 2027 quand leur stade va ouvrir. Est-ce que Pirlo est au NYCFC, ce que Thierry Henry a été au Red Bull? Mais non. Non, mais dans le sens de... Thierry Henry... L'après. Parce que Thierry Henry, on s'est rendu compte qu'on ne pourra jamais frapper un coup de circuit comme ça à chaque fois. Pas pour les mêmes raisons, mais tu as quand même fait un méchant virage quand Henry est parti. C'est des... Ouais. Je dirais même que ce sont des marchés différents aussi. Les Red Bulls n'ont jamais passé à travers. New York, t'es sur l'île, t'es New York. Tu sais, je pensais à ça, puis on revient à ces histoires de calendrier, puis ces histoires d'ambition de la MLS, là. On parle du PSG qui a été acheté par le Qatar. Puis ils ont enlevé un peu Saint-Germain dans le logo, là, dans le fameux rebrand du PSG. Saint-Germain est plus petit, c'est Paris là,
qui est devant. C'est Paris qui magnifiait. Pourquoi Paris ou New York, il ne pourra pas avoir un club de soccer NYC à travers le monde, la marque, le brand New York est aussi bien, aussi fort mondialement que Paris, non? Mais tu parles culturellement, il y a moins de soccer. Oui. Okay. Non, mon point, je parle de rêver puis des ambitions de la MLS. Eux autres, avec leur nouveau de stade. Pousser on dit dépenser plus, changer le calendrier, essayer, amener la Ligue dans le top 5. C'est pas de l'enflure verbale, c'est vraiment un objectif. Ils vont-tu réaliser? Est-ce que c'est réalisable? C'est une autre question. Non, mais ça a été dit pour la première fois il y a 10 ans. Juste pour remettre les gens en contexte. Là. Ça a été dit ça par Don Garber il y a une dizaine d'années. Moi, je me souviens avoir vu, soit j'étais encore au club, mais je pense pas. Je pense que je venais de le quitter. Puis il y avait un document qui circulait. Là, puis c'était la première fois qu'on disait on veut être une des ligues top 5 au monde. J'étais le premier. Puis moi, j'étais très reconnaissant de travailler dans le giron de la MLS. J'avais beaucoup d'admiration pour le travail qui s'y faisait parce que c'était du bon travail, mais j'étais le premier à dire hey, top 5 au monde, arrête là. Je veux dire, pour moi, c'était vraiment pas une ambition, une prétention américaine de dire c'est là qu'on s'en va. Mais tu regardes la quantité de jeunes joueurs qui sont formés, t'es pas encore rendu là, loin du compte. Mais est-ce que ça commence à être une conversation qui a plus de sens? Oui, puis je pensais jamais qu'on en serait là. Voilà. Pizarro, 4 de Miami. Ouais. Parce que c'était leur premier joueur désigné, puis c'était le gars qui était supposé de les amener puis de les lancer. Eux, ils sont arrivés année de pandémie aussi. Hein? Ouais. Je sais pas à quel point ça a joué. 5, je t'ai mis pour toi, Luca Antivero. Antivero était joueur désigné? Ouais. À 400 quelques mille? Considéré comme joueur désigné à mon année. Ouais. Il y a eu l'étiquette. Ouais, c'est là où tout le monde au CF Montréal a appris que le gars qui signait le scouting report... Ouais. Il fallait que tu fasses attention. Ben oui, ils avaient un peu menti, hein. Vous avez dit, oui, il est bien fin. Il y a quelqu'un qui a fait un scouting report, puis ça a été signé par Roberto Mancini, qui était à Galatasaray à l'époque, puis ils se sont dit, ben là, je veux dire, ça doit avoir un peu de crédibilité. Finalement, je pense que Mancini s'est fait payer une bonne bouteille de vin pour signer en bas de ce scouting report-là. J'ai fait les pires joueurs désignés, puis c'est là que... En fait, tous mes points que je voulais faire au début de ce podcast-là, où il y avait une structure dans ma pensée. Je vais tout réattacher ça avec les meilleurs joueurs désignés de l'histoire de la MLS. 1, moi, je mets Messi maintenant. OK. Oh, pas d'accord. Non. 2, j'ai mis Carlos Vela. Moi, je mettrais Beckham là-dessus. Il a gagné des MLS Cup. Messi, je suis désolé, il n'a rien gagné en MLS. Supporter Shield, c'est vraiment de la chenoute pour toi? Tu prends le Supporter Shield ou tu prends... Non, mais dans le contexte, on comprend, mais en même temps, dans le sens que... Pourquoi Jordi Alba, il chialait l'année passée de base s'il était si heureux de son année record? Non, mais c'est parce que t'es tellement cassant en disant ça vaut rien, il n'a rien gagné. Il n'a pas rien gagné, t'es dans la finale. Non, mais ce que je te dis, c'est qu'on s'en rappellera pas. Sportivement, moi, j'admire ça, mais... les gens en bas de Wikipédia dans Honors c'est Beckham qui l'a gagné ou c'est Donovan ou King qui l'a gagné? D'ailleurs, laisse-moi finir mon top 5, on va revenir à Beckham. 2, Vela. Attends une minute, là, tu dis laisse-moi finir mon top 5. J'ai pas dit un mot, j'ai fait une pause, puis là, tu me dis tu m'ouvres la porte à t'expliquer pourquoi, là. Moi, c'est Beckham mon 1. Fait que continue maintenant. C'est Messi. Moi, c'est Messi mon 1. Puis là, t'enverras tes commentaires dans la page YouTube de l'émission, OK? Carlos Vela, parce que c'est la meilleure saison. Puis il lance le LAFC. Mm-hmm. Meilleure saison d'un joueur de l'histoire, mais, en termes de points, là, buts et points. 3, Giovinco. Il a gagné. C'est Giovinco ou c'est Michael Bradley ou Josie Altidore qui l'ont gagné? Giovinco plus. OK. 4, Robbie King, qui est mon préféré, moi. Si j'avais un joueur désigné à choisir, c'est Robbie King. Il y a combien de joueurs désignés qui jouaient la veille en Europe pour leur équipe nationale puis qui étaient sur le banc le lendemain en MLS? Contre l'Impact de Montréal. Contre l'Impact de Montréal à l'époque. Ce qu'il faut te dire, c'est qu'il jouait en Ukraine, je pense, la veille. Puis il a décidé de je m'en viens. Il a pris le Red Eye, il est arrivé, puis à la 45e minute, il est en train de s'étirer sur le côté. Je vais y aller, coach. C'est à moi, Stan. T'étais-tu avec nous autres au pub à Dublin quand Robbie Keane est rentré? Ben oui. Ouais. Ben oui. C'est une excellente histoire, ça, d'ailleurs. Ben oui, bon, les deux, on était là, OK? Puis les deux, on a fait... puis on est pareil dans ce sens-là. On va pas... On était avec notre ami, ton ami, Tommy.
On salue. On n'a pas dit... Et là, on a fait, on va pas y parler. Non, on est journalistes. J'ai déjà interviewé, on n'ira pas le déranger. Là, il vient de revenir de son match. Fait que, le temps de dire ça, on s'est retourné, puis Tommy est en train de giguer sa table avec Robbie Keane puis Shane Long. Cette partie-là est fausse, mais une photo avec Shane Long, c'est peut-être vrai. Non, mais il jasait. Il giguait pas, mais il jasait puis il riait. Puis 5, Diego Valeri. Parce que on a toujours dit que Valeri, on l'a souvent comparé à Piatti avec son engagement, notamment dans la communauté à Portland aussi. Sa qualité, Valeri était là. Fait qu'on, oui, on aurait pu mettre Beckham là-dedans aussi. C'est parce que Beckham, ses premières années, c'était difficile aussi, par contre. Il a gagné 2 MLS Cup. Mais ses premières années, c'était un peu une catastrophe. Il y a eu 2-3 ans où il y a eu justement des qu'est-ce que ça vaut, ça? 2-3 ans où il y a eu des discussions à savoir, ça y est, il est fini, c'est n'importe quoi, il est cimetière de joueurs, pourquoi il est là, il est-tu fatigant? On a juste à voir quelques images dans le documentaire de Beckham pour voir sur les terrains pourris qu'on utilisait à l'époque, puis le fait que quand tu passais le ballon à quelqu'un, il y a la moitié de l'équipe qui n'était pas capable de te le remettre. Je suis quand même impressionné de ce qui a été fait. Puis moi, quoi? T'es dur pour les... Non, mais c'est vrai. Shavard Thomas, Dan Gargan de l'époque. Écoute, le gars qui vaut... Hey, ça, ce serait intéressant de faire cet exercice-là. Parce que à l'époque, le salaire minimum était de quoi? Ça devait tourner autour de 60-70 000? À l'époque, il y avait, je me rappelle de Sports Illustrated qui disait qu'il y a certains joueurs dans l'équipe de David Beckham qui mangeaient des toasts au beurre de peanut sur la route parce qu'ils voulaient garder leur per diem. Parce qu'il y avait... c'est sûr que tu habites à LA, tu gagnes 60 000. Là. Même moins, je pense que c'était... Il n'y avait pas des 15-20 000 au départ. Il faudrait voir. Un gars comme Carl Ouimet a dû faire sa première année 15-20 000. Non. Moi, je serais très, très, très surpris. Ça doit être autour de 60-70 000 à ce moment-là. Là, c'est quoi? C'est 87? 80... Non, c'était bas au début, là. 2011, 2012. Faudrait remonter. Carl, tu gagnes... Non, mais on le textait. Tu gagnais combien? Puis t'aimes-tu les toasts au beurre de peanut? Je suis sûr d'avoir son bon numéro. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un gars qui valait salaire minimum dans le temps, puis un gars qui vaut salaire minimum aujourd'hui, la qualité de ces gars-là, on est dans une autre stratosphère. Là. À l'époque, c'était des gars qui remplissaient des roster spots, surtout pour des équipes comme ça, qui dépensaient pour un joueur désigné. Je pense qu'un gars qui débarque avec ce statut-là maintenant, débarque pas à l'entraînement à se dire « Eh boy, il y a une coupe de bras cassés dans cette équipe-là. » Ces gars-là, à la limite, c'est des jeunes produits de l'académie qui vont peut-être pas avoir des grandes carrières, mais qui sont capables de tenir leur bout. En passant, Messi a été nommé MVP. Si on fait, je fais juste Messi-Beckham, là, tu sais. Parce que moi, je suis d'accord, parce qu'on s'ostine pour rien, parce que je suis d'accord, puis c'est des pierres blanches dans l'histoire de la MLS, c'est sûr. Si j'écrivais une histoire de la MLS, il y aurait un chapitre Beckham, puis il y aurait un chapitre Messi aussi. Ouais. C'est des étapes, c'est sûr. Raison. Sportivement, je suis pas sûr que, même en MLS, puis où on est rendu, que je pense que Messi a été plus dominant que David Beckham. Peut-être, mais David Beckham, tu parles de ceux qui l'entourent. Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez, puis tous les jeunes. Hey, t'en mets, là. Moi, je parle de... Suarez ou Landon Donovan, MLS? Forme MLS. Landon Donovan avec Messi. Landon Donovan se ramasse sur le banc ou échangé. Messi, il dit, oublie ça, là. Parce qu'ils sont pas amis? Ben, parce que Donovan aurait fait... Parce qu'il n'aime pas le mater? Tu prends toute ma place, puis moi, j'étais le king ici. Puis là, j'aimerais ça avoir mon spot dans les journaux aussi. Il y avait beaucoup de ça à l'époque entre Donovan et Beckham. Là. C'était pas facile à gérer pour Bruce Arena. Puis Robbie Keane ou Suarez? Ben, pour jouer... MLS, là. Robbie Keane. La version MLS. Robbie Keane. Ah, ouais. Okay. Mais encore, c'est pour jouer avec Messi, parce que c'est Messi qui décide tout, là. C'est comme si, à l'époque, Beckham était débarqué puis il avait ramené la moitié du Real ou de Manchester United avec lui. C'est pas le même cas de figure trop tôt. CF Montréal, ils ont gagné. Hein? On n'a pas beaucoup parlé. On est-tu rendu là? Oui. C'est pas où on est rendu. On a juste parti ce podcast-là, en fait, tantôt. Qu'est-ce qui est le plus important, le 5 ou le 9 juillet? De toute façon, en même temps, je te pose cette question-là en disant... Pour être cohérent, il faut que je te dise le 9. Là. Non, mais c'est ça, mais il n'y a pas... je dis, il y a une gestion à faire avec les blessures, avec l'effectif, c'est ça. On va faire, qu'est-ce qu'on va gérer comme temps de jeu? T'as Holger Escobar. En même temps, tu voudrais pas faire souffler. Là, il y a Piet qui semble tirer de la langue un peu. Mais t'as eu une semaine. Non, je sais. C'est ça, j'ai de la misère à comprendre. Moi, non, mais fais pas 90 minutes à Piet, fais peut-être pas 90 minutes à Owusu. Ouais, c'est ça, mais tu gères en cours de match. C'est ça. OK, mais si tu mènes 1-0,
face à Messi, il reste une demi-heure. Tu débarques tout le monde? Ouais. Ben, OK, mais c'est là où Hassoun Camara, Alexandre Panton, qui est en vacances, là, mais en ligne ce message-là avant le match. En ligne là avant le match. Puis à la limite, ça fera peut-être en sorte que Miami va te prendre de haut, mais en ligne ça, là, beurre épais, sans dire nous autres, on va épargner nos joueurs, puis c'est pas le match contre Miami qui est important parce que je pense pas que c'est le message que tu vas envoyer, mais envoie le message qu'à l'inverse, ton match en coupe, ça, c'est un de tes objectifs de début d'année. C'est pas défensivement que ça va bien mieux que l'an passé. C'est pas sur les coups de pied arrêtés que ça va bien mieux que l'an passé. Là où ça peut aller mieux, c'est en championnat canadien, puis tu t'es dit que tu allais le gagner. Fait que... Ben, c'est intéressant, puis oui, tu as raison, là, mais en même temps, aussi, le triste constat, c'est que si tu sors Piette à la 70e minute pour Brendan Craig, il n'y a pas personne qui va se gratter la tête. Ils vont dire il est à court. Si l'autre... Moi, j'ai juste Piette en ce moment dans la tête, peut-être Sealy. T'as Waterman qui revient, là? Ouais. Waterman peut plugger des trous à quelque part, au minimum. Ouais. Exactement, mais techniquement, Waterman puis Campbell, c'est ta doublette parce que Neil n'est pas là pour un petit bout. Là. Même, on a parlé de 2-3 semaines, ça pourrait être plus long. Est-ce que je comprends? Non, mais là est mon point, c'est que la gestion d'effectifs, il va falloir faire des changements quand même là, dans ce match-là. Puis. Comme tu l'as fait contre New York. Là. C'est ça qui est hallucinant de cette victoire-là. Fait que tu changes Sealy pour Vilsain à la 60e. C'est pas comme si tous les gens vont dire ils ont hissé le drapeau blanc. Non. D'ailleurs, Vilsain a bien joué. C'est ce que j'allais dire. Il y a 3 semaines, peut-être qu'on aurait eu une discussion différente. Moi, chapeau à Jules-Anthony Vilsain pour comment il est rentré face à New York. Parce que avoir voulu babouner, là, t'avais toutes les excuses du monde. T'as été bon, t'es rentré contre FC Cincinnati, t'avais le couteau entre les dents, t'as offert une superbe passe décisive à Prince Owusu. Puis là, c'est un kid de 17 ans, qui a beaucoup de talent, là, mais un kid de 17 ans qui commence à ta place. Puis on dit que c'est pas de la charité, c'est mérité. Parfait, mais moi, ça va prendre quoi pour que je le mérite? Parce que Owen Graham Roach... Mais là, c'était un match qui revient. Moi, attends, je suis d'accord. T'as raison, en même temps... T'as raison, mais il y a 22 ans, il y a un demi-match dernièrement de bon. Non, je sais, mais en même temps... Combien de demi-matchs de bons? C'est un groupe... Non, je sais, mais c'est un jeune joueur issu de l'académie qui monte aussi. Oh oui. C'est un projet. Puis pourquoi, dans les circonstances aussi, il y a une... c'est pas le même profil, hein. C'est pas le même genre de joueur. Non, je sais, mais... Il y en a un qui est plus fort physiquement. Mais t'es bien rentré. Hey, puis j'ai été critique envers Jules-Anthony Vilsain, là. Moi, mon point, c'est juste que tu rentres, tu pèses sur le match, tu donnes une passe décisive à Prince Owusu, t'es tout ce qu'on attend d'un gars qui rentre dans ces circonstances-là. Puis là, finalement, tu rentres pas. Tu commences pas. On te fait rentrer, puis tu refais la même affaire. Moi, je pense que... Chapeau. Mais oui, moi, je trouve pas que c'est un si stretch, parce que s'il avait babouné, j'aurais fait, mon gars, laisse faire le soccer professionnel. Ouais, mais... Ça fait partie, ces deux matchs-là, sur l'ensemble de ta carrière, tu t'en rappelleras plus. Continue, puis moi, c'est ça que j'aime, il est en progression. Puis c'est ce qu'on a dit au début d'année. Hey, Vilsain, il est dans l'effectif, il est second acquis. Moi, dans ma tête, il était pas nécessairement dans l'effectif. Il était dans les projets, dans le sens que entraîne-toi, améliore-toi, bats-toi, puis à un moment donné, tu reviendras dans le début. Puis là, je pense qu'il est en train de revenir, puis qu'il soit utilisé 5-10 minutes dans les prochaines semaines, il va être utilisé, moi, je pense. Puis, moi, la seule différence, c'est que c'est un kid de 17 ans qui prend ta place, là, qui a zéro expérience. Mais l'autre a 22 aussi, c'est pas comme s'il y avait... t'es quand même là depuis 3 ans. Là. Peut-être. Tu sais, monnaie. Puis t'es rentré, puis t'as été bon. Parce que moi, en voyant ça, je me suis dit peut-être que c'est juste quelque chose qui est cassé. Peu importe ce qui... En fait, ma réflexion a été ça. Je me suis dit, mais est-ce que peu importe ce que Vilsain va faire, il jouera jamais plus ou il sera jamais plus utilisé? Ben, si c'est ce constat d'échec-là, tu te dis, échangez-moi, là, laissez-moi partir cet été. Puis je me suis dit, c'est peut-être cette vibe-là qui va s'installer quand j'ai vu Vilsain rentrer. Et surtout après, avec mes collègues à RDS, dire... parce que je pense que c'est Laurent Simon qui a demandé c'est quoi la prochaine étape pour toi? Il a dit travailler défensivement. Ce qu'il disait, là, c'était avoir le couteau entre les dents, sans arrêt, des replis défensifs, récupérer des ballons, puis après ça, laisser parler mon talent en attaque.
C'est exactement ce qu'il a fait. Le nombre de replis défensifs puis de ballons qu'il a gagné, si tu fais ça à chaque minute où on te fait rentrer, que ce soit 5 minutes à la fin ou en début de rencontre, écoute, ça va augmenter de manière drastique. On dit la même chose, je veux juste dire, s'il y avait babouné après une fois qu'il est rentré puis qu'il a bien fait... Écoute, non, c'est la première fois qu'il est rentré depuis mais justement, longue échappatoire. Mais les échos que t'as, toi, c'est qu'il est satisfait de son temps de jeu depuis le début de l'année? Ce que tu entends dans l'entourage, c'est ça. Puis sais-tu, hey, j'ai à redoubler d'efforts, puis Jules Anthony, son opportunité va venir, ou c'est pas juste, Jules Anthony devrait avoir plus d'occasions à ce stade-ci, puis les minutes vont à d'autres gars? C'est plus le deuxième cas de figure. Là. C'est les échos qu'on entend, c'est ça. Puis c'est pour ça que je dis, moi, bravo pour l'attitude. De l'externe, oui. Tu t'es pas apitoyé sur ton sort, puis des fois, c'est un peu ce qu'on entend, là. C'est que c'est un traitement injuste. Là, c'est pas un gars qui se disait, je suis traité injustement. C'est un gars qui se disait, je vais vous montrer, moi, que ce temps-là, je le mérite, puis c'est pas un accident de parcours contre Cincinnati. Je fais la même chose après ça contre New York. OK. Continue comme ça, Jules Anthony. Là aussi, l'autre affaire il faut parler, Donadel, là, on avait dit ça, j'ai dit, moi, j'ai besoin du mois de juin en tant qu'analyste pour confirmer si je l'enlève ou pas. Puis après ça, en tant qu'analyste, je peux pas dire, là, il est rendu tard, tu sais. Je pense aussi dit, on peut attendre l'année au complet au début, là. Souviens-toi, les deux. Puis moi, j'étais un peu de cet avis-là aussi. Tu avais dit, on peut attendre à la fin de l'année puis on statuera. Moi, mon fusil a solidement changé d'épaule. Là. Tu peux pas attendre. Moi, je pense pas. 2-1-0. Est-ce que les 3 matchs Houston, Cincinnati et New York t'ont montré? Parce que ce que je voulais voir, justement, c'est le temps de préparation. Puis... tu veux dire entre les matchs? Entre les matchs, puis comment il avait... Après le mois de mai, comment il avait géré, puis quelle sorte d'équipe sortait. C'est une équipe bien organisée qui est sortie face à Houston. Avec des ressources de tir-poids, là. Ouais. C'est une équipe, par contre, aussi qui a la confiance fragile. Hein. Si tu marques, ça va bien. Si tu te fais marquer, tu te délites. Si Houston ne touche pas le poteau, ils perdent le match 4-3. La seule affaire... moi, j'avais dit, en fait, je reviens sur ce que j'ai dit. Moi, je suis prêt à m'engager avec Donadel. J'ai dit ça à la fin du mois de mai, début juin. Là, c'est confirmé avec ces 3 matchs-là. Je suis prêt à m'engager avec Donadel. La seule affaire aussi qui me tique, et ça, je voulais savoir, il dit souvent en conférence de presse, est-ce que c'est de la communication? Est-ce que c'est de l'enflure? Mais notamment contre Cincinnati, il y a eu cette expression-là qui est difficile à mitiger ou à expliquer. Il dit, on a joué une première mi-temps parfaite. Si ça n'avait pas été de ce but-là, on les aurait tenus, puis nous, on aurait peut-être même gagné 3-0 contre Cincinnati. Alors, il est vêtu avec les Kalinours. Il dit ça juste la communication parce qu'il faut qu'il parle. Qu'est-ce que tu en penses? Parfaite dans les circonstances parce que on n'a pas l'effectif que je veux avec les tirs-poids que j'ai. On a réussi à... En même temps, il a quand même dit on aurait pu gagner 3-0. Mais, est-ce que c'est sa pensée qui s'emporte? C'est peut-être que je suis trop proche. Je m'en inquiète un peu de l'extérieur en disant, y est-tu... En anglais, on dirait désillusional? Ouais. Est-ce qu'il est désillusionné ou y est-tu un peu fou? Non, mais moi, je pense qu'il y a une idée préconçue en ce moment à l'interne que t'as pas ce qu'il faut pour passer 1 heure de jeu anyway. Fait que concentre-toi sur ce que tu es capable de faire quand tous tes effectifs sont au top, quand le plan de match est le plan de match initial, que tu n'as pas eu d'expulsion, Toronto avec Waterman, les Revs avec Vrioni, que tu n'as pas eu de blessure, puis ça a été le cas face à Cincinnati. Tu en as 3 qui sont tombés. Tu as Neal, c'était plus tard dans le match. Caden Clark, c'était Caden Clark. Puis Piet. Ouais. Les 3, c'était en deuxième mi-temps. Oui. Il y a cette idée-là. Moi, je pense que c'est un constat presque fatal de... Après l'heure de jeu, de toute façon, on a beau essayer de faire des changements ou garder le rythme, on a des gars qui sont dans le rouge ou on n'a pas les gars sur le banc qui sont capables d'entrer puis garder. Puis une chose que je dirais sur Donadel, je pense pas que c'est un jugement de valeur sur la qualité des joueurs, mais il parle souvent des profils. Exemple, il dit, si j'ai un gars qui met de la pression, je veux le remplacer, ben le prochain que j'ai, c'est un gars qui est plus dans l'anticipation, qui fait pas la même chose. Fait que tout notre système change, puis on n'est pas capable de garder le tempo. C'est comme ça que j'interprète, parce qu'une mi-temps parfaite, là, on s'entend que le CF Montréal en a eu un grand total de 0 cette année, là, si c'est là où tu... Mais c'est là que je veux t'amener aussi, parce que quand je parle de confiance, puis se bâtir avec la confiance, ce que tu dis à l'interne, c'est acquis maintenant. Et on dit, on n'a pas les joueurs, on n'a pas, tu sais... Mm-hmm. Puis c'est normal, c'est réaliste. Puis il faut pas leur en vouloir. En même temps, est-ce que
dans un monde idéal, parce que j'ai l'impression que ça a été intégré par les joueurs aussi. Quand tu te fais marquer un but, ils se disent je suis pas sûr qu'on peut revenir dans ce match-là, nécessairement. Ouais, ça leur prend le double d'énergie et de volonté pour dire hey, peut-être qu'un but, puis tout le monde est comme ouais, peut-être, puis tu regardes en disant buts? T'as 17 buts? T'es blâmerais-tu quand t'encaisses? Je suis d'accord parce que c'est à deux niveaux. C'est Victor Lautori qui a marqué des buts vainqueurs. Je te dis, je te parle à deux niveaux parce que la réalité, ils ont raison. Puis ils ont raison de dire ça. En même temps, ça a tellement été intégré, puis c'est tellement pas défaitiste ou réaliste que dans ces moments-là, ils se délitent eux-mêmes. Puis justement, il y a pas... C'est pas une qualité, ça, d'un entraîneur de faire croire à l'impossible, de dire « Hey, les gars, on va ébattre le Brésil. Non, on va ébattre l'Argentine. Vous en faites pas, avec une main dans le dos, on est capable. » Ce que Wilfried Nancy faisait, puisque à la limite, cette même année, on en a pas souvent parlé, mais moi, c'est ma théorie. 2022, c'est la tempête parfaite, notamment pour Johnston, Kamal Miller, tous ces gars-là. Waterman aussi là-dedans. Wilfried Nancy leur disait « Soyez courageux, vous êtes bons, vous êtes capables. Soyez courageux. » Puis les gars étaient courageux, puis Wilfried Nancy disait « Voyez les gars, vous avez été courageux, on a gagné. » Les gars étaient ils arrivaient en sélection nationale, puis John Herman leur disait « On est Canada, vous êtes les meilleurs au monde, on va battre le Brésil puis l'Allemagne en même temps s'il faut. » Les gars, là, Johnston et Kamal Miller étaient 8 fois plus gros que nature à ce moment-là. C'est ça mon point. Est-ce qu'il manque ça à Donadel? Est-ce que ça t'inquiète qu'en ce moment, il y a ce discours-là un peu d'illuminer en disant on a fait une demi-parfaite face à Cincinnati? Puis d'un autre côté, il vit dans un monde très réaliste, puis ça a infiltré le vestiaire en disant que Marco Donadel, c'est un coach ou c'est un coach par intérim? Un intérim en ce moment. Bon. C'est sa carte. Mais lui, il est pas cave, puis il veut pas prendre le monde pour des caves non plus. Il veut pas donner des cette équipe-là est extraordinaire. C'est comme être capable, tu travailles au gouvernement, tu as un budget, puis finalement, tu réussis à faire tout le travail avec la moitié du budget, et t'arrives quoi l'année d'après? Ils vont te le couper à moitié. Si t'es dithyrambique sur ton effectif, les gars sont incroyables, le message de la haute direction, ça va être quoi? On est à pas grand-chose. C'est pas vrai que t'es à pas grand-chose, là. T'es peut-être pas à 10 joueurs, mais t'es à 3, 4 joueurs d'impact d'avoir quelque chose de solide. Puis je pense que c'est ça le message que Marco Donadel est en train d'envoyer. Puis c'est pour ça, quand on parle de son contrat, pour moi, c'est combien de temps t'attends avant que Marco Donadel se dise « Moi, je pense à la prochaine étape de ma carrière, ailleurs. » Pour vrai, parce que là, tu vas Tu sais qu'il pendant la pause, il est allé en Italie. Oui, il est rentré pendant une couple de jours. Oui, mais ça, c'est pour voir sa famille. Là, oui, assurément. Moi, ça ne m'inquiéterait pas. Là. Non? Mais, moi, ce qui commencerait à m'inquiéter, là, c'est de rentrer au-delà du 24 juillet. Là, tu rentres, puis tu es déjà dans la fenêtre des transferts estivales. Là. On s'entend, ça bouge déjà. Il y a Thomas Gillier qui arrive à Bologne. Ça bouge un peu partout en MLS. Qui va probablement débarquer ici après comme gardien. Hier, les Atlanta, je pense, ont engagé un central. Ben c'est ça. Défenseur central. Puis déjà, Nathan Saliba a quitté. Là, tu vas impliquer Marco Donadel dans toutes ces discussions-là. C'est lui qui va donner le kickstart à l'arrivée de 3, 4, 5, je ne sais pas combien de joueurs vont débarquer. C'est lui qui va être en charge de donner comme le premier élan à cette nouvelle mouture-là. Puis après ça, on va se demander, on le garde-tu ou on le garde pas? Tu sais, même Marco Donadel, souviens-toi, c'est en mai 2022 qu'on disait, Wilfried Nancy, c'est là qu'il faut que tu lui envoies le message. On te veut ici à long terme. Marco Donadel, tu le veux ou tu le veux pas? Tu regardes sa réaction après le match, puis je sais que ça peut être de la parure, là, mais le gars, il était content de le gagner, son premier match au Stade Saputo, puis il est investi, il est pas là, en anglais, he's not mailing it in. Tu vois qu'il est vraiment engagé dans le projet, mais pendant combien de temps? Puis tu lui proposes quoi? Moi, je pense que ça pour tout ce que tu viens de dire, je vais peut-être me dédire pour le début de la saison, ou du moins quand il a été nommé intérimaire au départ. Puis je reviens à ma personne que j'étais à la fin du mois de mai. À la fin du mois de mai, il aurait fallu j'espère qu'on avait une bonne idée, puis à ce moment-ci, on n'a plus le choix. Puis qu'est-ce qui a changé? En fait, qu'est-ce qui va changer d'ici la fin de la saison? Moi, c'est ça mon point. Marco Donadel, on s'entend que c'est pas une montagne russe. Là. Mais toi, dans tout ce que tu dis, la bonne affaire, ça serait d'enlever le titre d'intérimaire et de dire « OK, là, on part. C'est maintenant, c'est le jour 1 là, de l'après. » Mon truc, c'est qu'enlever le titre d'intérimaire, c'est pas une affaire unilatérale. Puis c'est comme ça que je le considérais, moi, au début. C'était, est-ce qu'ils vont vouloir lui donner? Mais là, c'est, il veut-tu la job? Puis plus t'attends,
moi, je pense que plus le doute peut s'installer et plus le levier de négociation est important pour Marco Donadel, parce que le CF Montréal ne peut pas vraiment se permettre d'attendre à la fin de la saison, puis Donadel dit, ben tu sais quoi, moi, je vais passer le flambeau à quelqu'un d'autre. C'est pas Marco Donadel qui va avoir l'air d'un quitter, c'est le CF Montréal qui va avoir l'air le bec à l'eau avec encore un nouveau coach. C'est pour ça, là, maintenant, dans les prochaines semaines, moi, j'aimerais ça. Ben oui. Maintenant. Oui, c'est ça, puis il faut que tu lui dises. Mais c'est mieux un nouveau contrat. Puis il est capable de demander quoi? Hey, il y a un pouvoir de négociation que les coachs qui l'ont précédé n'ont pas. Là. Tu penses? Ben, en ce moment, y a-tu quelqu'un? C'est vrai que par rapport à Laurent Courtois, fait d'être en milieu de saison... Puis même, c'est des nouveaux parce que tout le monde est... Puis Wilfred Nancy n'a pas négocié. Tu l'as... Mais parce que Laurent Courtois aussi... Il n'y avait pas tant de pouvoir de négociation parce qu'il pouvait se dire il y en a peut-être 3-4 aussi en liste. Mais il n'y avait pas de capital de sympathie dans le vestiaire. Dans les médias, il n'y en avait pas beaucoup. Dans le jeu, on n'était pas sûr. Puis l'effectif était assez potable. Souviens-toi l'an dernier, quand les gars se faisaient donner des tapes ses doigts puis ils se faisaient mettre dans les estrades. Moi, je suis le premier. Je suis un gars issu de la formation. J'étais le premier à dire j'adore ça, qu'on ait des principes. T'établis un cadre de vie, mais là, t'es pas en train de former des gars de MLS Next Pro. Ta job, c'est de gagner des matchs. Puis le fait que t'aies donné des bonnes habitudes à Mathias Coccaro, tes boss, ils vont s'en contrebalancer quand c'est le temps de dire les résultats sont pas là, on te met dehors. Je pense que Marco Donadel est au courant de cet exercice-là. Puis ironiquement, avec beaucoup moins de victoires, il te donne l'impression de presque en faire plus avec les moyens qu'il y a. Puis en ce moment, là, t'es Lucas Saputo, t'es Gabriel Gervais, tu veux dealer avec un changement d'entraîneur parce que monsieur, madame, tout le monde au Québec va juste comprendre qu'il y a encore un nouveau coach. Il n'y a personne qui va comprendre le contexte derrière ça. Puis je pense que tu peux pas te permettre ça à 1 an de la Coupe du Monde en ce moment. Savais-tu, joueur TAM, on parle d'ambition depuis le début, Cincinnati avait 11 joueurs TAM dans leur effectif. C'est de loin le plus haut nombre de joueurs. C'est argent d'allocation ciblé. C'est le groupe de 4 à... techniquement à 15. Ouais. T'imagines 15 deep quand même de TAM avec des joueurs désignés. Ça revient à faire monter ton plafond. Ça. Ils ont de l'ambition. Tu sais qui les 2 autres équipes qui en ont le plus dans la ligue en ce moment? En ce moment. Vas-y. Un guess? LAFC? Ouais, à 8. Il y en a une autre. Hey, attends, avant de passer à l'autre. San Jose 9. Ah ouais? Ah, mais ça, c'est Bruce Arena là, qui est en train de virer la place à l'envers. Mais LAFC, Olivier Giroud, là, ouais. Après tout le tabac, des stars, des noms, ça prendrait un gars comme ça à Montréal. On jase. Mais en même temps, les gens qui nous écoutent savent notre position. Ouais, je sais, mais factuellement, là, il est parti. Là. Non. Ciao. En même temps, rien contre le gars. Moi, la question, est-ce que Steve Cherundolo est incapable d'intégrer un joueur comme ça? Moi, quand il est arrivé, ça dans ton moi, je disais, pourquoi Giroud, c'est pas le joueur dont ils ont besoin. Puis c'est des contre-attaques, c'est des flèches, tu sais. Est-ce que, moi, c'est la seule question qui me... Sportivement? Ouais. Ah ouais? Que je me pose là-dedans. C'est pour ça qu'il faut que ça fitte. Puis c'est cool, là. Tu retrouves ton chum d'équipe nationale, ton gardien. Ah ouais. Mais... Est-ce que le coach le voulait? C'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe que de dire on veut un gros nom. Il faut que tu sois capable de le gérer, de l'intégrer. Il faut que tu aies un système qui fonctionne pour lui. Puis Marco Di Vaio avec Jesse Marsh, moi, ça a toujours été un de mes chevaux de bataille. Est-ce que la question, puis là, on le voit vraiment qui est Jesse Marsh, mais je pense qu'il l'était déjà en partie. Pas aussi sophistiqué qu'il peut l'être en ce moment ou pas aussi bon, là, parce qu'il y a de l'expérience derrière la cravate. Mais est-ce que, dans une équipe, là, fermez vos yeux, essayez d'imaginer l'attaquant de Jesse Marsh type. Là. Si vous aviez à construire un gars pour jouer dans son système de jeu, c'est-tu Marco Di Vaio, là, qui est sur l'épaule du défenseur, qui est pas nécessairement, qui était pas défensivement une intelligence de jeu, là. Mais c'était pas le gars qui répétait constamment les efforts, même s'il se dépensait. Bref, c'est pas Di Vaio dans le casting pour Jesse Marsh. Là, parlant de casting, Marco Donadel qui fait sa liste d'épicerie avec un 6, un 8, un 10. Olga Escobar, est-ce qu'il va jouer d'ici la fin de la saison? Des pains en dog aussi. Des pogos, ça sert toujours après la piscine. Non, mais Escobar, là, on n'a pas critiqué son arrivée, mais à un moment où tu aurais pu être plus agressif à la fenêtre des transferts qui se terminait au printemps, d'aller chercher Escobar, on se disait encore un autre projet, quand même 2 buts à la Gold Cup. J'ai hâte de voir.
à quelle vitesse tu l'intègres, là. À un moment donné, Tu le faire jouer. Ben, pourquoi pas? Oh ouais. Tu sais, rendu là, tant qu'à ramener... Parce que aussi, au niveau du casting, il est dit souvent, tu sais, t'as-tu déjà vu un joueur, d'ailleurs, se plaindre qu'il y avait trop de joueurs trop de pieds droits? Donadel s'est déjà plaint d'avoir beaucoup de gauchers dans son équipe. Je vais juste dire, est-ce que l'inverse, y a-tu déjà un coach dans l'histoire de l'humanité qui a dit « Hey, il y a trop de joueurs, il y a trop de droitiers dans mon équipe? » Non, parce que t'as jamais... T'as juste ça, des droitiers en général. C'est ça. Mon point, c'est que c'est ça. Il joue à la place de qui? Est-ce que c'est un 10, tu sais, est-ce que, dans le système de Donadel aussi? Mais qui est un 10 dans le système de Donadel? Moi, je suis rendu là. Fais-le jouer. Ouais. Fais-le jouer. D'accord. En fin de semaine, il est disponible. Il a été éliminé hier en Gold Cup. C'est parce que Seinchuk Duke revient. Il va avoir Duke comme connecteur en ce moment. Dans les 6, il reste combien de matchs jusqu'à la fin des transferts? Escobar, là, il est rentré face au Mexique. No, okay. Il marque en demi-finale de Gold Cup. Bryce Duke, as-tu marqué en demi-finale? Non, mais c'est vrai. Ouais. J'ai rien contre le retour de Bryce Duke. Bryce Duke, joue-tu dans l'équipe du Guatemala? Es-tu sélectionné? Il est sélectionné. Oui. Bon. Je sais pas, il rentre peut-être comme Escobar, là, qui était pas le... Mais quoi, qui était titulaire en quart de finale. Tu sais, quand même. Puis c'est une équipe du Guatemala à laquelle on n'a pas donné assez de crédit non plus. Je dis du Guatemala, du Honduras. Je sais pas. Moi, je pense que tu le fais jouer plus tôt que tard. Donne-y des minutes, fais-le rentrer. Puis tu verras ce que ça donne, parce que rapidement, des gars comme Bryce Duke, tu parlais des salaires tout à l'heure, on le garde ou on le garde pas? Puis si on le garde pas, ben qu'on passe à un autre appel. Ça, je suis d'accord. Parlant de... Je parlais de Thomas Gillier tout à l'heure, là, c'est un gardien chilien signé par Bologne qui va fort probablement se ramasser à Montréal. Qui part? Ce sera pas Gazdov, on s'entend? Ou tu l'envoies en prêt? Pourquoi pas Gazdov? Ben, tu l'envoies en prêt? Oui. Mais tu t'en débarrasses pas. Fait que là, tu fais venir un gars de Bologne comme... débarrasses pas, c'est pas comme si Gazdov... j'ai pas une tonne d'écho positif, là, nécessairement. Gazdov, c'est intéressant, là. C'est pas comme si c'était non plus le... Écoute, je veux pas te manquer de respect à Gazdov, mais... J'essaie de pas manquer de respect puis d'être fair. Ce que j'entends, c'est qu'il n'a pas épaté autre mesure. Pas personne qui se dit « Ouh, Gazdov, là, mon gars, watch out. » Non. De l'extérieur, pour être fair envers Gazdov, moi, en tant qu'analyste, je fais « Mais là, t'allais chercher un gars de 21 ans qui a une super bonne saison en CPL, deuxième division. Il joue pas. » C'est un gars aussi qui a un profil, je pense que c'est un gars plus gêné, c'est pas nécessairement un gars très expansif. Mm-hmm. Mais Gillier, je veux dire, tu l'as même pas comme numéro 3. Ça te sert à quoi à Bologne de signer un gars? OK, mais d'accord, mais tu tasses, là, en ce moment-là, tu tasses... Il arrive-tu comme numéro 1? Il a 21 ans? Un B. OK, fait qu'il est devant Breza. Tu vas l'essayer. Ouais. Non, Breza, là, c'est Parce que Breza, il a une méga personnalité. Je pense que c'est ça son X-Factor dans le groupe. Tu sais, chapeau d'ailleurs à Breza. Il est encore dans le groupe, là, et puis il va être encore dans le groupe. Il va rester dans le groupe, puis sa personnalité va le garder dans le groupe. C'est un move un peu bizarre pour signer Gazdov. Dans le fond, c'est juste... Breza, là, veux-tu signer pour 10 ans, là, pour comme 3e gardien? Toi ou Eric Kronberg? Toi ou Logan Ketterer? Breza, full pin. J'achète c'est quoi ses ambitions? Est-ce qu'il veut jouer? Mais ça met-tu de la pression sur Jonathan Sirois, ça, à court terme? Oui. Pourquoi pas? Avec un kid de 21 ans, j'ai hâte de voir. S'il est bon, puis s'il vient de Bologne, puis il a été signé. Ouais, le vient de Bologne, moi, j'ai encore besoin de plusieurs exemples de succès. Parce que en même temps, c'est consécutif, tu viens de dire Escobar, il joue-tu. Même affaire qu'Escobar. Il arrive de Bologne. Non, c'est pas le même poste, tu peux pas le faire rentrer. Non, c'est pas du tout le faire rentrer, mais en même temps, tu le dis, si tu le prêtes, puis t'es Bologne, puis tu y crois, puis justement, tu sais, Escobar, ils ont fait ça, là, parce que personne ne voyait. Écoute, ils l'ont donné pour une bouchée de pain, Nouvelle-Angleterre. D'ailleurs, on peut se demander, ils l'ont-tu donné pour s'excuser aussi d'avoir... Vriani? D'avoir envoyé un citron. On peut... la théorie du complot, Fred, de théorie du complot est pas loin aussi. Mais s'il est bon à ce point-là, Escobar, c'est ça mon point. Puis là, tu fais ça consécutif à Gillier. Tu l'essayes? Oui, mais essayer un gardien, c'est pas la même affaire qu'essayer un kid de 18 ans. Un ou deux matchs.
Oui, mais tu casses ta relation avec Jonathan Sirois à ce moment-là. Là. Lui, il cherche moi, si je suis Jonathan Sirois, je cherche à m'en aller. Tu vas avoir des 2 matchs. Tu l'essayes? Non. T'en as depuis longtemps, des 2 matchs. Hein? Puis Sébastien Breza a été bon. T'as eu ça pour Ville-Simple, je suis d'accord, là, puis je cherche à m'en aller, mais à m'en aller, les gars, là, c'est parce que oui, je cherchais à m'en aller, mais pourquoi avoir du succès ailleurs? Vous n'avez pas du succès en ce moment. C'est normal que vous allez essayer des choses, puis on va vous le challenger, puis on va pas vous donner gratis les choses aussi, tu sais, dans la bouche. Fait que oui, tu peux t'en aller, mais où? Tu sais, mon point, c'est que Jonathan Sirois n'a pas fait, puis c'est pas de sa faute nécessairement, mais pas fait la saison record, là. Vas-y, je suis d'accord, mais, tu comprends? Mais c'est parce que pour moi, tu fais venir un gars de 21 ans à ta place. Ouais. Si lui, c'est la même affaire que James Pantemis, là. James Pantemis, à partir du moment où Jonathan Sirois a été bon, va-t'en. Puis il est parti. Puis bravo, il garde les buts. Il y a eu plus de matchs. Tu garder aussi à Montréal, ceci dit. Ouais, mais tu voudrais garder Jonathan Sirois comme numéro 2? À un moment donné, t'as envoyé le message là, que tu crois plus à un gars qui est plus jeune que lui. À ce moment-là, c'est la posture de Sébastien Breza dont tu parles. Mais moi, je pense que Breza est relativement confortable dans cette position-là. J'ai des moments qui vont venir. Moi, je suis tunnel vision. Je suis toujours là pour l'équipe. Il a une attitude extraordinaire. Il est apprécié. Puis quand tu lui donnes une poignée de match, une poignée de minutes, il répond présent. Pas certain que c'est la posture de Jonathan Sirois. Attends une minute. Est-ce que... Oui, OK, peut-être. En même temps, c'est mettre le feu. Jonathan Sirois, là, c'est mettre la pression. Il a donné le numéro 1 à Vitam Aeternam aussi, dans des circonstances où tu es la deuxième période de MLS. Oui, bien, là-dessus, oui. Puis en même temps, ça, c'est être fair. Puis on l'a dit, puis je veux pas être trop dur, puis parce que c'est pas de sa faute non plus nécessairement. T'avais une défense, t'as pas une bonne défense devant toi. Mm-hmm. Mais Jonathan Sirois n'a rien fait pour dire, wow, là, c'est le 1 du futur pour toujours. Il mérite, c'est son filet à lui. T'as raison. Ce l'est. Mais c'est normal de peut-être checker, voir si on peut s'améliorer. Oui, mais si tu donnes dans ta vie, il va y avoir ça aussi. Je suis 100% d'accord. Que tu restes à Montréal ou que tu ailles ailleurs, il va falloir que tu te battes pour ton poste. Mais il appartient à qui, Julien? Pour toujours. Il appartient... Ben, c'est ça. Fait qu'à partir du moment où il est bon, il repart pas à Bologne? Il est pas vendu ailleurs? Oui. Et on restart avec qui? Moi, c'est ça... Mais là, tu vas vite, là. Ben, je vais vite. Ta minute, là. On l'essaye cette année. J'ai dit, es-tu bon? On verra. Puis après ça, l'an prochain, ça sera une autre idée. Est-ce qu'il revient avec Bologne? Est-ce qu'il retourne avec Bologne en janvier? Il reste une moitié de saison? Il s'entraîne-tu ici jusqu'à la mi-saison, puis il retourne finalement pour 2026-27 à Bologne? Il n'y a pas de... Il y a une compétition saine qui va se mettre, là. À un poste de gardien de but où faire un choix d'un match a des répercussions beaucoup plus importantes pour moi dans le message que tu envoies qu'un ailier. Tu sais, Guboglo, in, out, tu dis, ben, tu vas pouvoir revenir un moment donné. Sirois, c'est-tu ton numéro 1 l'an prochain? C'est ça, parce que ça que tu me dis, tu veux statuer là. Non, mais non, je veux pas statuer là. Ce que je te dis, c'est que si tu fais venir Gillier puis tu lui donnes des matchs jusqu'à la fin de la saison, moi, je suis Jonathan Sirois, je me pose la question, pas est-ce que cette compétition-là m'intéresse, mais le projet est clairement plus important. T'as plus d'œufs dans le panier Gillier, sachant que c'est Montréal et Bologne qui sont... Qui va décider à partir du moment où tu as quelqu'un là, dans toute la structure qui a décidé... Moi, je pense que la performance va décider. Peut-être. Puis si c'est comme ça, OK. Moi, si je suis Jonathan Sirois... Moi, je pense que c'est bien dans les circonstances. C'est ce que je veux dire. Jonathan Sirois? Moi, c'est ce que je veux dire par rapport à Jonathan Sirois. C'est peut-être... Puis il est capable de soutenir cette pression-là. Puis il n'y en a pas eu des tonnes. Là. Il a commencé la saison avec Breza puis Gazdov. Il pas trop inquiet de ça. Puis en même temps, il n'a pas besoin de ça nécessairement. Jonathan Sirois, puis c'est sa grande qualité. C'est un soldat. Il est là, puis il va toujours être là, puis il est sur la tâche. Mais un peu, on va checker, un peu de pression, voir. Je suis d'accord. Tout ce que je te dis, c'est que moi, quand il y a un projet Montréal-Bologne, puis si ça touche... Même chose pour celui là, qui serait au poste de Sinchuk. Là. Sinchuk, t'as investi dans ce gars-là. Si t'es à sa place, puis tu fais, OK, toutes choses étant égales, ils vont plus investir en lui, ben moi, je vais regarder. Ça veut pas dire que demain matin, je tire la plug puis je demande un échange, mais... Je tâte peut-être un peu le terrain à savoir, y en aurait-tu de l'intérêt ailleurs dans la Ligue? Peut-être que la réponse, c'est non, ou ailleurs sur la planète. Si la réponse, c'est non, ben, tu continues à serrer les dents, chose que Jonathan Sirois semble faire, que ce soit en équipe nationale ou en club.
Mais, tu sais, puis t'es pas en train de révolutionner, là. C'est le premier de plusieurs dossiers, puis je pense pas que c'est nécessairement un dossier prioritaire, là. C'est juste un des dossiers qui s'est réglé avant les autres, celui de gardien de but, mais j'ai hâte de voir ça va faire quoi comme... Mais ça fait plusieurs fois que tu dis ça. Moi, je vais juste dire, t'as dit ça avec Waterman, t'as dit ça avec Ville-Saint, t'as dit ça avec Sirois. Ah, je joue pas, je m'en vais. Écoute, les gars, à mon année, je jouais bien, puis vous allez rester, tu sais. Non, mais attends, c'est deux choses. Mais jouer bien. Waterman, s'il joue bien, c'est le projet, Fred. Si Waterman joue bien, mais que Neil et Campbell jouent assez bien, tu mets tes minutes dans qui? T'es mets pas dans Joel Waterman, pis c'est pas un désaveu envers le gars, c'est pour ça que tu dis je veux pas manquer de respect, t'as 100% raison. Même chose, moi je regarde un kid de 21 ans qui est signé par Bologne, qui est envoyé en prêt ici. Ça arrive un peu de nulle part, là. Tu sais, t'as pas fait des moves de gardien comme ça. Breza, tu le ramenais parce qu'il coûtait pas cher, il est québécois, il prenait pas de roster spot. Là, c'est techniquement un international qui s'en vient ici avec une mission bolognaise aussi. C'est juste pour ça que je me pose cette question-là. Pas je m'en vais parce qu'il y a de l'adversité, c'est pas ça mon point. C'est je réfléchis à l'option de m'en aller éventuellement parce que ça, c'est un projet où c'est des pommes et des oranges. C'est pas des pommes et des pommes. Tu sais, si tu avais donné des minutes de jeu à Sébastien Breza, tu avais enchaîné, là, il était bon là, quand tu l'as fait jouer. Ben, il s'est fait exploser contre Toronto, mais le match d'avant, il a été bon. Hey, Jonathan Sirois, retrousse les manches, puis fais face à cette compétition-là, pas de problème. Moi, tout ce que je me dis, c'est est-ce que c'est vraiment d'égal à égal qu'on se bat pour ces minutes de jeu-là? Je serais pas surpris qu'à partir du moment où c'est un projet co-montréalais-bolognais, et c'est là où la donne change. Même chose pour Waterman. Waterman, il se bat pas avec un autre défenseur central de 29 ans. Olivier Renard était là? Parce que moi, je pense que ça n'a pas changé. Puis ta réponse à Olivier Renard va te dire, c'est quoi ta réponse? Tu aurais dit, Olivier Renard va dire que celui qui me fait gagner, c'est mon meilleur. Mais ça, c'est parce qu'Olivier Renard, la première journée qui est arrivée, puis on lui a parlé de Bologne, il a dit, moi, mes intérêts premiers, c'est le CF Montréal, je ne suis pas directeur sportif de Bologne. Là, on est de retour à un hybride, un à cheval entre les deux. Puis c'est là où je me demande, s'il y a quelqu'un qui jappe à Bologne, est-ce que ça fait sauter le monde à Montréal? Je le sais pas. Mais c'est plus possible, je pense, que lorsque... On va le mettre dans les dossiers à suivre. Louis Binks est reparti en plein milieu de saison sous Wilfrid Nancy quand il était bon parce qu'à Bologne, il y a quelqu'un qui a dit « jump ». Ouais. Ben, c'est ça. Puis il était sous contrat avec qui, lui? Officiellement avec Bologne, en prêt à Montréal. Je pense pas que tout le monde a le même pouvoir de dicter ce qui est supposé de se passer. Fais-le tout vite sur le Canada, parce que je t'en ai demandé si le Canada gagne. Il sort pas de son groupe, c'est-tu un échec? Ou c'est pas premier de son groupe, c'est-tu un échec? Tu te dis, pire que ça. Si le Canada gagne c'est pas, une finale. C'est un échec. Le minimum, c'était une finale. Est-ce que les gens qui disent de Marsh dehors? Dehors? Là, vous êtes sur le crack, là? Okay. T'es-tu sérieux? Pourquoi? Marsh dehors? Parce que... pour remplacer par qui? Mais parce qu'il est trop tard aussi. Non, mais ce gars-là, attends une minute, là, il a été compétitif à la Copa América il n'y a même pas un an. OK. Il a été bon plus tôt cette année. Ils sont passés à côté. Là où moi, je serais curieux de savoir, c'est est-ce que tu parles à Jesse Marsh puis tu dis « Hey, arrête d'essayer de te pogner avec les États-Unis au grand complet. Là. Arrête d'envoyer des jabs à Christian Pulisic qui joue au golf. Arrête. » Tu sais, quand Victor Montagliani est le premier, et là, il s'en va sur One Soccer TSN, répond à des commentaires de Marsh, parce que tu nous en avais parlé, sur l'empoisonnement de clubs MLS quand tu t'en vas jouer des compétitions CONCACAF. Puis Montagliani, son commentaire, c'est un Canadien, là. Son commentaire, c'est lui, il devrait se concentrer à gagner, là, parce que japper comme ça vaut rien si tu gagnes pas. Premièrement, Montagliani, tais-toi. Montagliani, ferme donc ta... Retourne dans ton sous-sol. Sauf que Jesse Marsh ouvre cette boîte de Pandore-là. Moi, je l'aime. Cette concurrente, il a parlé de la CPL. Mais il a aussi dit... J'ai mis au défi de la CPL. Mais il a aussi dit, en se faisant éliminer contre le Guatemala, qu'il manquait la moitié de son équipe. Je suis désolé, c'est pas vrai, là. Non. Dans les faits, il te manque pas la moitié de ton équipe. Tu as une équipe qui aurait dû passer au prochain tour. Le Guatemala, par contre... Avec l'équipe que tu avais, tu aurais dû battre le Guatemala. Ça arrive. Mais en même temps... Je parlais d'Olgar Escobar tantôt. Le Guatemala n'a pas eu assez de respect pour sa performance contre le Canada, puis a été extraordinaire hier en demi-finale. Il aurait mérité d'aller au-delà des 90 minutes. Je pense qu'on s'est trop concentré sur le Canada, mais je suis désolé, il fallait que tu passes ce tour-là. Il faut, même à 10, pendant une mi-temps,
il faut que tu sois capable de passer à travers. Puis oui, c'est un échec, mais si c'est 1 an avant la Coupe du Monde que tu vis un échec comme ça, ou te retrouver 3e match de groupe à la Coupe du Monde, t'es réduit à 10, gère ça, là. Gère ça. Je te dis ça parce que je l'ai vu des commentaires sur les médias sociaux, mais j'ai aussi parlé avec un dirigeant du soccer canadien qui dit « Ouais, Jesse Meyer, je suis pas sûr. » Puis je dis « Premièrement, il est trop tard pour changer. » Là. Ben oui. OK. Deuxièmement, moi, je trouve qu'il est en train de... C'est pas nécessairement lui, mais de la façon dont il gère le groupe, il a trouvé une profondeur à cette équipe-là. Mais ça? On est tout près d'avoir des discussions dans un podcast pour dire qui joue pas, qui est sélectionné ou pas, presque. Je trouve notamment, je pensais contre le El Salvador, qui était un faux match, ils ont trouvé des solutions en deuxième mi-temps. Parce qu'une des choses qu'on lui reprochait, c'est... quand ils avaient le ballon, quand justement l'équipe laissait la possession, ça manque de créativité, ça manque de réaction. Je trouve qu'ils ont trouvé en 2 buts rapidement des solutions. Moi, j'aime son attitude justement conquérante. Puis je suis prêt à prendre le côté risible, les déclarations en disant « j'ai pas tout mon groupe, c'est pour ça que j'ai perdu contre le Guatemala ». Moi, je suis prêt à le prendre. Moi, mon seul problème avec ça, c'est que c'est pas lucide. Non, je sais, mais c'est après une game. C'est à chaud. C'est à chaud. Puis tout le monde te dit « Wow, t'as perdu contre le Guatemala, niaiseux. » Tu sais, je sais pas. Il y a les points sortent, puis moi, je l'aime pour l'instant, l'attitude. Puis c'est là, il nous tapait un peu ses nerfs, ce Jesse March-là, avec le CF Montréal à l'époque. Tu sais, le gars qui disait « Hey, il nous reste des matchs, on va faire les séries éliminatoires. » On disait « Ouais, on a fait le calcul, mon gars, là. Une saison parfaite avec l'équipe que t'as, ça arrivera pas. OK? » Mais en ce moment, je trouve que pour le soccer canadien, il est le fun, puis il est mieux que John Herdman qui avait un truc semblable, mais qui avait... Non, on est arrivé au bout de John Herdman. Ouais, ça enlève rien. J'ai 2 minutes parce que je suis littéralement en onde à peu près 50 mètres d'ici dans 7 minutes. On peut-tu faire le 11 combiné Canada-USA, ça t'intéresse-tu? Ouais, on n'a pas 7 minutes. 1, 2, 3, 4... 4-4. Alfonso Davies, là, quand il revient, il joue pas latéral gauche avec le Canada. Ailier gauche, non? Ben, moi, je le vois ailier gauche. Tout le monde me dit « Ah, il est bon à ce poste-là, défenseur latéral. » Non, mets-le en avant. C'est provoque, clair. Oh, ouais. il joue comme un ailier de toute façon, mais il part 40 mètres plus bas. Fais-le jouer plus haut. Puis avec les milieux qu'il y a, il y a beaucoup de milieux. Oui. Tu changes-tu un peu? Mets-tu un 3e milieu? Non, ça, je sais pas. Puis là, on n'a plus le temps. Pour ça. On se penchera là-dessus la semaine prochaine. En revenant dans les prochaines semaines sur Lionel là, qui va relancer son épopée. Mais oui, mais sur Sœur Angèle. Un autre Supporter Shield. Sœur Angèle. On va en parler là, pendant des décennies du Supporter Shield. Joueur par excellence, Supporter Shield, finale en 1 an et demi, finale de Leagues Cup, mais il n'y a rien gagné. Joueur par excellence. Je veux juste te dire que MVP. Orji Okonkwo a déjà été MVP. Ben oui, mais pas de la Ligue. Non, mais d'un club. Montréal, mais non, Montréal. Juste d'un club. Salut, là.